Lorsqu'il fut en sécurité, il appela à la radio. Nous accourûmes tous à sa position, et ce n'est qu'à ce moment-là que nous comprîmes la gravité de la situation. Cet homme ours ne se contentait pas de marquer son territoire. Il était déterminé à blesser, voire à tuer quiconque tenterait de le traquer. Je m'appelle Russlin. J'ai presque 60 ans et je vis à Brighton Beach, Brooklyn. Tous les jours, je suis au volant de mon vieux taxi. Mais auparavant, ma vie n'était pas du tout ainsi. J'ai immigré aux États-Unis en 1992, peu de temps après la disparition de mon pays, du jour au lendemain. Avant ça, j'étais garde forestier en Russie centrale, là où l'Europe rencontre l'Asie, dans un endroit appelé Yugva. Ce parc national s'étend sur les pentes occidentales montagneuses de la Russie, à environ 1600 km à l'est de Moscou. Aux plus hautes altitudes, on trouve la toundra, plus bas, des prairies. Mais plus de la moitié du parc est recouverte de forêts boréales, composées principalement de pins et d'épicéas. Avec près de 19 000 km², c'est un territoire immense. Pour vous donner une idée, la superficie totale du Koweït est d'environ 17 000 km². Le parc est donc plus vaste que certains pays. Et comme il se situe dans une région très isolée, alors que d'autres parcs sont bien plus accessibles depuis Moscou ou Saint-Pétersbourg, Yugva recevait relativement peu de visiteurs. Seulement quelques milliers de touristes par an. À l'époque où j'y travaillais, ces visiteurs étaient souvent des familles de soldats de l'armée rouge, stationnés dans des bases voisines. Et c'est justement une rencontre avec l'un de ces soldats en 1987 qui marqua le début des événements que je vais raconter. Mon titre officiel au sein du parc était Leschnik, ce qui se traduit vaguement par forestier. Chez nous, il n'y avait pas de ranger, c'est un concept très ricain. Sous le socialisme, on ne nous donnait pas de titres prestigieux. On n'en avait pas besoin pour faire notre travail. Nous étions des forestiers, c'est tout. Et c'est à ce titre que je répondis un jour lorsque je l'entendis être aboyé depuis un sentier. C'était en plein été, la période la plus chargée en termes de tourisme. Je marchais le long d'un chemin, quand j'entendis quelqu'un hurler derrière moi. « Hé, toi, forestier, viens ici tout de suite !» Je me retournai et vis un civil. Mais rien qu'à sa façon de s'adresser à moi, je compris immédiatement que c'était un officier de l'armée rouge. J'avais moi-même servi quelques années quand j'étais plus jeune, suffisamment pour savoir que les officiers partageaient un trait de personnalité bien particulier, celui que mes compatriotes américains appelaient « branlos ». J'aime bien ce mot, il sonne presque russe. L'homme marchait vers moi d'un pas rapide, tendu, visiblement furieux. Je me tournai pour lui faire face. Derrière lui se tenait sa famille, sa femme et 2 jeunes enfants, un garçon et une fille. Mais contrairement à l'officier qui semblait hors de lui, les 3 autres avaient l'air profondément chamboulés, comme s'ils avaient été témoins de quelque chose de terrifiant. Quand je demandai à l'officier quel était le problème, il éructa violemment. Il m'expliqua qu'un homme étrange errait dans la forêt et que celui-ci avait délibérément cherché à intimider sa femme et ses enfants, alors qu'il s'était installé pour pique-niquer. Je lui demandai de me décrire l'individu. Il décrivit un homme grand, vêtu de fourrure sombre, portant un chapeau qui semblait être une tête d'ours. Au début, l'homme ne les avait pas menacés. Il s'était contenté de les observer à distance, puis avait fixé longuement et silencieusement l'officier qu'il avait alors interpellé. Mais lorsque ce dernier fit quelques pas dans sa direction, l'homme au chapeau en tête d'ours s'était soudain mis à charger vers eux. L'officier raconta que ses enfants s'étaient mis à hurler et qu'il avait cru devoir se battre pour protéger sa famille. Pourtant, comme la bête qu'il portait sur la tête, la charge n'était qu'une feinte. L'homme s'était arrêté net, juste avant de les atteindre, puis était reparti en riant, après avoir terrorisé la femme de l'officier au point qu'elle s'était mise à pleurer. En l'écoutant, je m'étais dit que cela ressemblait juste à un chasseur qui avait bu trop de vodka. Mais quand je lui suggérai cette hypothèse, l'officier fut catégorique.
ce n'était pas un chasseur. L'homme ne portait aucune arme, rien. Il avait juste l'air cinglé. Il ajouta que je devais le retrouver, et vite, très vite, parce que si cet homme n'était pas appréhendé d'ici la fin de la semaine suivante, ça allait se payer cher. Ce jour-là, un autre forestier et moi-même nous mîmes donc au travail pour retrouver ce soi-disant fou portant une tête d'ours. Au QG central, nous avions un vieux camion, un UAZ 469. On l'appelait la chèvre. Il était bruyant, ses freins étaient merdiques, et de longs trajets à son bord vous laissaient des bleus plein le derrière. Pas l'idéal. La chèvre n'était certes pas confortable, mais elle était fiable et facile à réparer. Et vu l'immensité du terrain que nous devions couvrir, nous l'aimions beaucoup, comme les Huns aimaient leurs chevaux. Nous roulâmes jusqu'à l'endroit où l'officier avait aperçu l'homme, puis nous passâmes des heures à marcher dans la forêt à la recherche de traces, de restes de feu ou de signes de dépeçage. Le parc subissait beaucoup de braconnage, surtout dès l'automne, lorsque certaines familles pauvres cherchaient à remplir leurs réserves en vue des longs hivers russes, qui, personnellement, ne me manquent absolument pas. Étant donné l'immensité du parc, ces chasseurs illégaux passaient parfois plusieurs jours sur place, ce qui les rendait généralement faciles à repérer. Mais à notre grande surprise, mis à part quelques traces menant à des ruisseaux ou à des sols durs, il n'y avait absolument aucun signe du type à la tête d'ours. Nous décidâmes d'interrompre les recherches, le soleil commençait à se coucher. Mais je prenais l'officier très au sérieux lorsqu'il avait dit qu'on le payerait cher si nous ne retrouvions pas cet homme. Alors, dès l'aube au lendemain, nous reprîmes les recherches. Mon collègue et moi nous enfonçâmes plus profondément dans la forêt, en suivant ce que nous pensions être les traces probables de l'homme-ours, sans toutefois pouvoir en être certains. Nous traversâmes des prairies et des ruisseaux, scrutant le sol à la recherche du moindre indice. Mais nous ne trouvâmes que des traces animales et quelques excréments, rien d'humain. L'homme s'était sans doute enfoncé plus profondément dans le parc, et dans ce cas, nous allions dans la bonne direction. Alors, ne pas trouver la moindre trace devenait quelque peu inquiétant. Au bout d'un moment, nous commençâmes à penser que continuer plus loin serait inutile. Si nous n'avions rien trouvé jusque-là, nous étions probablement sur la mauvaise voie. Mais juste au moment où nous nous apprêtions à faire demi-tour et à ramener la chèvre au QG, nous tombâmes sur les obyr. Je ne sais pas si charme est le bon terme en français, mais en russe, obyr désigne des talismans, ou des objets censés posséder un pouvoir spirituel ou sacré. Certains sont liés à l'église, comme des cordes bénies que l'on attache parfois au cou des chiens. D'autres sont liés aux zagavore, les pratiques folkloriques de conjuration slave. Et ceux-là ne sont pas censés apporter des bénédictions, mais des malédictions. Vous imaginez donc notre malaise lorsque nous comprîmes que ce que nous venions de découvrir appartenait à la seconde catégorie. Le premier pendait à une branche basse. Un petit crâne d'oiseau fixait une sorte de panneau fait de brindilles tressées. Mon collègue le décrocha et me regarda. Ce genre de pratique n'était pas exactement bien vu sous le régime communiste. Les zagavore n'étaient pas officiellement illégales, mais un homme croyant à ces superstitions risquait de se voir proposer un traitement psychiatrique intense, si vous voyez ce que je veux dire. Nous ne prîmes pas cela comme une preuve que l'homme ours était un timbré adorateur des anciens dieux, mais c'était un signe évident qu'il ne respecterait sans doute pas l'autorité conférée par notre statut de forestier. En comprenant que nous étions plus proches que nous ne le pensions, nous décidâmes de continuer à avancer. Peu après, nous découvrîmes d'autres charmes. Ils n'étaient pas tous faits d'eau, seulement les plus dérangeants, mais tous incarnaient le même message. Nous étions sur le territoire de cet homme. Un endroit où il ne voulait clairement pas de nous. Restait à savoir s'il les avait tous fabriqués lui-même. Mais il valait mieux que ce soit le cas, car l'idée que plusieurs hommes couraient la forêt en peau de bête à fabriquer des talismans païens était trop inquiétante pour qu'on y pense à deux fois. Ayant désormais une idée approximative de son territoire, nous retournâmes au QG pour faire notre rapport. Notre chef annonça qu'il organiserait une recherche plus étendue avec une équipe renforcée dès le lendemain.
À l'aube, nous partîmes en groupe pour couvrir davantage de terrain, en restant en contact par radio. Et cette décision se révéla être une énorme erreur. En milieu de matinée, l'un de nos collègues traversait une zone que nous avions explorée la veille lorsque, soudain, le sol se déroba sous ses pieds. Par pur réflexe, il pivota en tombant et tenta de se projeter hors du vide. Il parvint à s'agripper de justesse, puis rassembla toute sa force pour se hisser à la surface. Une fois debout, il se retourna pour voir ce dans quoi il avait failli tomber. C'était un trou profond, rempli de pieux bien aiguisés. 6, chacun suffisamment pointu pour transpercer quiconque tombait dessus. Lorsqu'il fut en sécurité, il appela à la radio. Nous accourûmes tous à sa position, et ce n'est qu'à ce moment-là que nous comprîmes la gravité de la situation. Cet homme ours ne se contentait pas de marquer son territoire. Il était déterminé à blesser, voire à tuer quiconque tenterait de le traquer. Comme nous n'étions pas armés, nous battîmes en retraite vers nos différents quartiers généraux en attendant de nouvelles instructions. Nous brûlions d'envie de coffrer ce type. Il avait failli coûter la vie à l'un des nôtres. Et lorsque le moment de riposter vint enfin, il s'accompagna d'une excellente nouvelle. La prochaine fois que nous partirions à sa recherche, nous serions équipés de fusils prêtés par la milice locale. Il nous fut également ordonné de circuler en binôme pour plus de sécurité. C'était du miel à mes oreilles. Nous pensions que cela nous protégerait, et que notre simple présence armée suffirait à faire fuir le fou. Mais nous avions tort. Terriblement tort. Quelques heures seulement après le début de la recherche, un appel paniqué retentit dans nos radios, provenant de l'une des équipes. La voix tremblante expliquait qu'ils étaient attaqués depuis une position inconnue. Ils ne voyaient pas l'assaillant, mais lui les voyait, ce qui les avait forcés à battre en retraite précipitamment pour éviter d'être blessés ou tués. Nous n'avions entendu aucun coup de feu, ce qui était étrange si ces hommes étaient réellement attaqués. Mais nous connaissions leur secteur, alors nous courûmes dans leur direction, fusil paré. Nous nous attendions à entendre des tirs en approchant, il n'y en eut aucun. Seulement le bruit de nos 2 collègues fuyant à toutes jambes, hurlant pour qu'on leur vienne en aide. Quand ils nous virent, ils se mirent à crier qu'il était derrière eux. Ils nous suppliaient de tirer, affirmant qu'il était là, juste là. Mais nous ne virent rien. Ils n'avaient pas été effrayés par du vent. Quelqu'un les avait bien attaqués. Mais pour nous, ils semblaient fuir un ennemi invisible. Ils refusèrent de sortir à découvert pendant 1 ou 2 minutes, affirmant que des flèches pouvaient nous atteindre à tout moment. C'est alors que nous leur demandâmes « Des flèches, vous êtes sûrs ?» Mais nous n'eûmes pas besoin de les croire sur parole. En retraçant prudemment leurs pas, nous trouvâmes bien l'une des flèches, plantée dans le tronc d'un arbre. Cet incident marqua la fin de nos patrouilles de forestiers. Le chef refusa catégoriquement que nous retournions dans cette zone sans escorte de la police militarisée soviétique. Eux pouvaient se déployer avec des kalachnikovs et des mitrailleuses automatiques, contrairement aux fusils hérités de la Grande Guerre patriotique. 1 semaine plus tard, une fois les forces rassemblées, nous guidâmes une unité d'environ 2 douzaines d'hommes vers le territoire de l'homme ours. Nous parcourûmes la forêt toute la journée, dans tous les sens, à sa recherche. En tant que troupe nombreuse, nous pouvions couvrir bien plus de terrain. Mais aucune flèche, aucun tir. Et toujours aucune trace claire de son campement non plus. Nous en conclûmes qu'il avait probablement quitté la zone. Cela semblait logique. 1 semaine plus tôt, il nous avait vu arpenter ces bois armés de fusils. S'il ne disposait que d'un arc, il était largement surpassé. La fuite aurait été le choix le plus rationnel. Mais il n'était pas parti. Au contraire. Il attendait simplement le bon moment pour frapper. Environ 1 semaine après cette opération avec la milice, 2 forestiers affectés à une cabane du secteur nord eurent une surprise terrifiante. Quelqu'un s'était approché silencieusement en pleine nuit et avait incendié leur cabane. Par chance, l'un d'eux était éveillé. Il entendait une bouteille en verre se briser contre le bois à l'extérieur, juste avant que les flammes ne jaillissent. Il se précipita vers l'extincteur, mais ce vieux modèle soviétique était quasiment inutile. Il ne parvint pas à maîtriser l'incendie. Les 2 forestiers réussirent néanmoins à s'en tirer. Cet incident marqua toutefois un tournant. Ce n'était plus nous qui le traquions, c'était lui qui nous chassait. Le chef rappela immédiatement la milice dans la forêt. Cette fois, ils arrivèrent en plus grand nombre encore.
Au lieu de 2 douzaines d'hommes, ils envoyèrent une compagnie entière de police militarisée pour fouiller le territoire de l'homme ours. Et cette fois-là, il ne se contenta pas d'observer et d'attendre. Il attaqua. Le chaos éclata aux alentours de midi lorsqu'un officier de la milice fut touché par une flèche. Heureusement, elle ne traversa que la chair de son épaule sans atteindre d'organe vital. Mais ses cris de douleur résonnèrent dans toute la forêt, avant qu'une véritable tempête de tirs ne s'abatte sur les bois. Les hommes autour de lui arrosèrent la zone, tirant partout au hasard dans l'espoir de toucher leur agresseur invisible. Lorsque les tirs cessèrent, plus aucune flèche ne vola. En fouillant la zone, ils découvrirent des traces de sang s'enfonçant plus profondément dans la forêt. La milice suivit cette piste à l'aide de chiens. Après des heures de marche, ils finirent par découvrir l'un des lieux de vie de l'homme, à peine plus qu'un abri creusé dans le sol recouvert de branches de pin. La piste de sang s'était interrompue bien avant, sans doute après que l'homme ours eut soigné sa blessure. Malgré des preuves évidentes de sa présence, l'homme avait disparu. Cette dernière opération marqua la fin de nos rencontres avec ce type. Plus de flèches, plus de hobier, plus rien. Du moins pendant longtemps. Nous pensions qu'il avait succombé à ses blessures ou qu'il avait quitté la région. Dans tous les cas, nous avions évité le pire. Quelqu'un aurait pu y laisser la vie. Nous étions soulagés de pouvoir enfin nous concentrer à nouveau sur notre travail. Puis, les années passèrent. Le rideau de fer tomba et, du jour au lendemain, nous découvrîmes que nos emplois n'existaient simplement plus. Certains restèrent sur place, vivant de la terre et de ce que leur vieille monnaie permettait encore d'acheter. Mais lentement, inexorablement, les forestiers partirent, un à un. Certains allèrent à Moscou ou à Perm pour trouver du travail. D'autres quittèrent le pays espérant reconstruire leur vie ailleurs. Je fus l'un de ceux qui partirent pour de bon. Pendant les démarches de visa, les cartons, les adieux, je me demandais souvent si je faisais le bon choix. Vous voulez savoir ce qui m'en convainquit définitivement ? Un ancien collègue, resté à Yukva, m'apprit qu'au cours d'un simple comptage d'arbres, un autre hobier avait été découvert. Celui-ci semblait très récent. Et depuis ce jour, je n'ai jamais regardé derrière moi. Pas parce que la Russie ne me manque pas, parfois elle me manque énormément, mais parce qu'il n'y avait jamais eu un seul homme sauvage portant une tête d'ours prêt à blesser ou tuer les forestiers. Il y en avait d'autres, peut-être même beaucoup d'autres. Et j'avais la certitude que ce n'était qu'une question de temps avant que cette lutte sanguinaire ne recommence, un jour ou l'autre. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire ? Donnez-moi votre avis en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, devenez un être fidèle et abonnez-vous pour ne rater aucun futur épisode. Un grand merci aux contributeurs Tipeee qui soutiennent la chaîne. Leur générosité est énormément appréciée. N'hésitez pas à m'aider vous aussi si vous le pouvez, lien en description. Si vous avez des histoires personnelles à raconter, n'hésitez pas à tester votre plume et m'envoyer par mail vos écrits. De même, s'il y a des histoires particulières que vous aimeriez m'entendre lire, faites-moi en part plus bas. Et je vous dis à bientôt pour d'autres frissons et histoires d'horreur en ma compagnie.